Bonjour, je vais aborder maintenant dans une série de vidéos, euh, après donc vous avoir montré à la fois les conditions d'établissement de la Troisième République et sa philosophie politique, je vais aborder dans la série qui vient quelques crises qui l'ont fortement ébranlé et non pas dans le descriptif de ces crises elles-mêmes, mais quant à la signification historico-politique, quant au modèle républicain euh, que l'on peut en tirer. Donc ce sera la crise dite du boulangisme, ce sera la crise anarchiste à laquelle j'ai fait allusion dans une vidéo précédente, et ce sera également le moment Dreyfus, qui constitue d'ailleurs un des thèmes de réflexion que j'ai soumis à votre sagacité. Un mot toutefois sur le contexte économique et social. Si les élections de 1885 se sont traduites par une poussée à la fois à gauche et à droite, qui a été à l'évidence la caractéristique majeure de cette élection, il y a peut-être des raisons profondes. Et l'une de ces raisons profondes, c'est que vous avez, depuis 1871-1872, un retournement de la conjoncture économique, au point que pendant longtemps, on a caractérisé en termes d'économie la période de la fin du XIXe siècle comme étant une grande dépression. Alors bien évidemment, après 1929, cette notion de grande dépression a été un petit peu remise en question, et des travaux d'historiens récents, ou pas si récents que ça d'ailleurs, ont bien montré que le terme était probablement relativement abusif, et qu'il convenait plus de parler de ralentissement de la croissance. Je pense aux travaux de François Crouzet sur l'économie de la Grande-Bretagne victorienne, de ce point de vue-là. Mais peu importe par certains aspects, dans la mesure où la perception que les gens en ont, c'est de vivre quand même une période difficile. Je ne prends qu'un exemple. Au dictionnaire d'Oxford, le mot unemployment, chômeur, chômage, apparaît dans le dictionnaire d'Oxford au début de la décennie 1880. Et c'est donc, par définition, qu'il y a le ressenti qu'il y a de grosses difficultés économiques et sociales. Et donc, ce contexte-là, cette conjoncture, pour parler français, là, parce que le contexte est dans un livre ou dans un écrit, joue et explique pour partie au moins cette poussée d'une extrême gauche sensible lors de ce succès électoral. L'autre facteur de déstabilisation qui va jouer, c'est la mystique de la revanche. N'oubliez pas l'Alsace et la Moselle. Mais je voudrais, sur le plan économique, et sans avoir la prétention de me lancer dans une leçon d'histoire économique générale, peut-être qu'il faudra qu'on y revienne si le cœur vous en dit, et j'y suis prêt. Je voudrais quand même en décrypter les présupposés. Au départ, c'est une crise financière
très très lourde, et qui découle quasiment mécaniquement de l'abandon par les États-Unis de l'étalon argent. La monnaie, le métal précieux, l'argent, cesse de définir le cours du dollar, on passe dans l'étalon or, au moment même où, pour un certain nombre de pays européens, la monnaie est gagée sur l'argent. Ça touche également des économies non européennes, et notamment celle du Japon. Alors, j'entends bien qu'à l'époque, l'économie japonaise peut être considérée, dans une analyse superficielle, comme relativement négligeable. Sauf que la modernisation du Japon que va symboliser l'ère Meiji va conférer à ce Japon une économie modernisée plus une politique d'expansion dont les conséquences à long terme se feront sentir. Point n'est besoin de faire allusion à Pearl Harbor, ou même à l'attaque contre la Chine, ou à l'annexion de la Corée, que sais-je encore. Donc ce sont des tendances importantes. Quoi qu'il en soit, à partir de cette crise financière du début des années 1870, on va avoir une série de krachs boursiers, de faillites très importantes, tant aux États-Unis qu'en Europe. Par exemple, les compagnies de chemin de fer américaines sont extrêmement lourdement frappées par des faillites, et le grand amateur de western que je suis regrette que cette thématique-là ait été sous-exploitée dans ce genre cinématographique. Donc, une série de faillites, et par exemple en 1882, en France, vous aurez un krach boursier qui découlera de la faillite de l'Union Générale, un établissement financier, parce que précisément cette agitation liée au choix de l'étalon or entraîne une série de bulles spéculatives financières très importantes. Mais ce n'est pas la première fois en France qu'il y a d'ailleurs des faillites. Il y en avait eu, je prends cet exemple-là, la faillite des établissements Pereire, par exemple. Donc, ce mécontentement en 1885 n'est pas tout à fait quelque chose qui représenterait un mouvement d'humeur. Il y a des raisons très profondes. Qui dit faillite dit spéculation, qui dit spéculation dit agiotage, et tout ça va donc quitter, n'est-ce pas, dans le ressenti populaire, le champ du financier pour devenir quelque chose d'important dans le champ du politique, sur un air bien connu, tous pourris. Tous pourris. Et si vous me permettez de me projeter dans l'avenir, vous aurez à des moments cruciaux de crise contre la République, je pense évidemment aux journées du 6 février 1934 et suivantes, un prélude de scandale financier. Lire sans l'affaire Stavisky, pour prendre le cas le plus emblématique du début des années 30, vous n'avez pas le 6 février. Et donc, vous avez une sorte de loi de physique politique, de physique sociale, appelez ça comme vous voulez, qui commence à s'appliquer dès 1885. Parce que qu'est-ce qui se passe en 1885 ? À la suite des élections, l'atmosphère
va se trouver plombé par toute une série d'accusations, de malversations, de tripatouillage boursier, et de critiques du système fondé sur le libre-échange, depuis l'adoption par les gouvernements Peel en Angleterre dès 1848, et qui s'était ensuite étendu un peu partout, des politiques libre-échangistes. Au point que l'on va rentrer, au début de la décennie 1890, dans des politiques protectionnistes confèrent les fameux tarifs Méline, notamment en direction de produits agricoles et industriels. Voilà. Voilà, c'est le climat. Je ne vais peut-être pas plus loin dans cette présentation-là, mais c'est ce qui surdétermine, c'est une sorte de substructure qui explique probablement des tendances de fond qui vont contribuer à fragiliser la République. Cette ère du tous pourri va être étendue lorsque, en 1887, un scandale, le scandale dit des décorations, va être rendu public. Parce que ce scandale va avoir de lourdes conséquences, très simples à comprendre. De quoi s'agit-il? Il s'agit au plus haut niveau de l'État du réseau d'influence que le gendre du président de la République, le gendre de Jules Grévy, qui s'appelle Daniel Wilson, qui traficote dans des décorations. Il propose des décorations grâce à l'influence qu'il a sur son beau-père, le président Jules Grévy, donc en place depuis 1879. Et cette atmosphère-là, le sentiment qu'il y a une oligarchie politico-financière toute puissante et pourrie qui ne travaille que sur ses propres intérêts, tout cela va donner naissance à un sentiment où toute la difficulté est de comprendre ce qui relève du populaire et de ce qui relève du populisme. À ce sujet, d'ailleurs, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir plus avant dans nos rencontres. Je suis extrêmement critique d'une doxa qui est souvent affirmée, où on réduit le populaire au populisme. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai suggéré, ou que je vais vous suggérer comme fiche de lecture, le très beau livre de Gérard Noiriel, Histoire populaire de la France. Et symbole de cette doxa, il y a quelques mois, quelqu'un qui est présenté comme un éminent spécialiste de la question, Pierre Rosanvallon, a commis un essai sur le populisme qui est, à mon avis, l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire en histoire. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc, le moment Boulanger, c'est un moment qui va être d'autant plus critique qu'il va combiner à la fois ce ressenti populaire, le régime est pourri, les députés sont tous pourris, il faut nettoyer les écuries, et également un autre aspect,
qui est la mystique de la revanche et l'engagement d'une politique extrêmement aventureuse et dangereuse qui va conduire à une crise majeure avec l'Allemagne. La première crise majeure depuis la guerre que la France avait perdue. Et donc, ce qui fait que le moment Boulanger est extrêmement significatif, et c'est pour ça que j'essaye de vous en parler un petit peu, c'est cette conjonction, cette fusion des deux revendications qui se sont exprimées aux deux extrêmes de l'élection de 1885. Alors au départ, Boulanger, c'est un général qui est un grand ami de quelqu'un de gauche, Georges Clemenceau. Il faut savoir qu'ils ont fait leurs études dans le même lycée à Nantes, ils se connaissent depuis longtemps, et Clemenceau va user en 1886 de toute son influence pour que Boulanger soit nommé ministre de la Défense, ministre de la guerre, comme on dit à l'époque. Et il va acquérir dans son mandat, il va rester à peine un an comme ministre, mais il va acquérir une très grande popularité sur des bases très claires. D'abord, c'est un militaire qui connaît son boulot, et il va considérablement moderniser l'armement. C'est le choix du fameux fusil Lebel, qui est parler de progrès par rapport à un fusil est peut-être quelque chose qui moralement est choquant, mais en tout cas sur le plan technique, c'est une évidence. Il va améliorer les conditions matérielles de vie des soldats, ce qui fait qu'il jouit d'une extrême popularité dans cette armée. Il va refuser que cette armée soit utilisée contre les mineurs. Je pense à la grève des mineurs de Decazeville, grande mine de charbon à ciel ouvert de Decazeville. Et il va donc rompre un petit peu avec la règle qui fait que l'armée apparaissait contre les républicains comme le fusilleur du peuple. Confère les journées de juin 1848, confère évidemment la Commune de Paris. Et donc, vous comprenez bien que sur cette base-là, ce militaire a un grand soutien au départ de ceux qui se réclament de ce mouvement populaire. Et de notre côté, il va aussi engager une politique extrêmement virulente dont le symbole est l'organisation autonome de réseaux d'espionnage, je veux dire autonomes, qui n'obéissent pas à des instructions données par l'ensemble du gouvernement, c'est une politique personnelle, dont le symbole est l'affaire Schnabelé. Vous trouverez ça partout, inutile de s'apesantir. Il s'agit du recrutement d'un réseau d'espionnage sous l'égide d'un réfugié alsacien en France. Donc le symbole, l'Alsace et la Moselle à récupérer, la mystique de la revanche. Il est arrêté, ce Schnabelé, par les Prussiens, les Allemands, désormais, et l'affaire éclate au grand jour, et on va commencer, là, à connaître toute une série de crises récurrentes avec l'Allemagne, jusqu'à ce que l'on parvienne à la conclusion que sera 1914. Donc c'est une politique extrêmement aventureuse, dangereuse, et menée, je le répète, de sa propre initiative. Mais le résultat pour Boulanger est une énorme popularité,
Et il va tenter de transformer cette popularité par une campagne politique jouant, n'est-ce pas, de ces deux piliers de son soutien. J'ajoute qu'il a aussi été à l'origine de l'interdiction du retour des familles princières liées à la famille royale en France, et il est réellement porté par une vague de sympathie. Ça explique une stratégie très simple. Il se présente à une série d'élections législatives partielles et il va voler de succès en succès électoraux, élus démissionnants, pour se présenter ailleurs, jusqu'à l'emporter en janvier 1889, le 27 janvier 1889, à une élection législative partielle à Paris. Voilà. Quand on analyse les choses plus en profondeur, on constate d'ailleurs que dans ces campagnes électorales, il a été soutenu à la fois par des gens qui le financent, comme la duchesse d'Uzès. Il a été soutenu par la logistique de la Ligue des Patriotes des Roulèdes. Et donc, vous voyez bien que son double soutien à extrême gauche et milieu nationaliste a très rapidement dérivé vers la droite extrême. Et au même moment, sa politique aventureuse révélée par l'affaire Schnabelé a fait que les milieux de gauche qu'il avait pourtant aidés au départ, je pense à Clémenceau, vont rompre radicalement et virulemment avec lui. Donc, voilà, c'est d'ailleurs au propos de l'affaire Schnabelé qu'il y a l'une des saillies les plus emblématiques de Clémenceau. Alors, Dieu sait que Clémenceau, comme Churchill en Angleterre, on lui en prête beaucoup de ces saillies, l'art oratoire et l'art de la formule où ça fait mal. Et cette saillie, c'est que la guerre est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux généraux. N'oubliez jamais que le pouvoir militaire se doit d'obéir au pouvoir civil. Et que quand il y a une autonomisation du pouvoir militaire, ça s'appelle un coup d'État. Voilà. Donc, au soir de son élection triomphale à Paris le 27 janvier 1889, la masse de ses partisans le pousse à marcher sur l'Élysée. Donc, on est précisément là dans la logique du coup d'État. Et Boulanger refuse parce que, pour des raisons peut-être très compliquées, mais aussi, je crois, très profondément, par l'égalisme républicain. Il est persuadé que ces succès électoraux vont continuer et que le gouvernement sera déstabilisé de sorte que par la voie des urnes, il va prendre le pouvoir. Et là, pas du tout, parce que dans les méandres de l'affaire Schnabelé, dans ce climat d'agitation, le gouvernement va d'abord essayer de le poursuivre en le traduisant en haute cour. Il avait déjà dans un premier temps tenté, après une première série de succès électoraux, de l'exiler du côté de Clermont-Ferrand, lui donnant le commandement de la garnison de la région militaire de Clermont-Ferrand. Ses partisans avaient tenté d'empêcher le train de partir. Donc vous voyez bien qu'on est dans un climat très, très tendu. Mais là, les financements de la duchesse d'Uzès,
ces liens avec Déroulède font que le gouvernement va essayer de le décrédibiliser en le traînant en haute cour de justice, mais menacé d'arrestation, Boulanger s'est allé se réfugier à Bruxelles, lui auprès de ses maîtresses. Quand celle-ci décédera, puisque je faisais allusion au saillie de Georges Clemenceau, et que donc Boulanger finira par se suicider sur la tombe de sa maîtresse, Clemenceau aura ce mot très, très puissant, très juste. Il est mort comme il a vécu en sous-lieutenant, en indigne d'être en général. Voilà cette affaire Boulanger. Alors qu'est-ce qu'il faut en retenir? Il faut en retenir que c'est la première fois que sur un double mouvement, même si des gens comme Clemenceau, donc dès 1888, 87, 88, se séparent de Boulanger, une personnalité a pu, à un bref moment, en cristallisant ses oppositions qui s'étaient fait jour lors du scrutin de 1885, a pu à un bref moment faire vaciller le pouvoir républicain. C'est la première crise que je voulais exposer, donc la signification politique en est assez claire. Ça entraîne des conséquences majeures, et notamment une mutation très profonde du Parti radical, enfin de ceux qui fondera en 1901 le Parti radical. L'abandon du soutien à Boulanger par Georges Clemenceau va rassurer dans les campagnes qui avaient été très prudentes, et beaucoup plus prudentes que les villes et que Paris, dans leurs comportements électoraux, les radicaux vont cesser d'apparaître comme le diable. Les radicaux vont apparaître comme le vrai parti de la stabilité républicaine. Et c'est, je crois, je m'arrêterai là pour aujourd'hui, toujours pour les mêmes raisons, c'est que si je parle trop longtemps, après je mets des plombes pour mettre cette vidéo en ligne, c'est le début de cette assimilation qui fait que l'on va parler de république radicale, qui va entreprendre des réformes très importantes dans les années 1890-1905, et qui, une fois ces réformes réalisées, va apparaître comme le parti pivot de conservation avant et après la Première Guerre mondiale. Et surtout, seconde remarque sur les structures politiques du pays, ça a ouvert la boîte de Pandore. Ça a ouvert la boîte de Pandore, l'affaire Boulanger, et donc la Troisième République va aller de crise en crise. Et c'est cette nature d'instabilité liée à cette succession de crises qui va en devenir la principale caractéristique. Je m'arrête là, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.